Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Salut Anne-Sophie. Salut Jeanne, merci beaucoup de me recevoir. Merci beaucoup à toi de t'être rendue disponible. Je suis très heureuse de te recevoir au micro de Basilic pour un épisode particulier, un épisode vraiment spécial qu'on enregistre quasiment la veille pour le lendemain. Tu vas nous raconter tout ça. Avant, je vais te laisser te présenter et surtout nous présenter Neige Paris, le projet sur lequel tu travailles depuis des années avec Aliénor. Avec plaisir. Eh ben écoute, donc je m'appelle Anne-Sophie Lange, je suis la cofondatrice donc de Neige Paris avec Aliénor Filio, donc tu l'as très bien dit, qui est mon associé et ami de très longue date, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et pour te raconter un petit peu la jeunesse de Neige, en fait, tout simplement, il y a 4 ans, on a passé notre année 2020 confinée en télétravail et donc en pyjama. Et on a décidé toutes les deux de réenchanter le pyjama féminin. Donc on a décidé de lancer Neige Paris, qui est la première marque dédiée au pyjama, qu'on a entièrement co-créée avec nos clientes et nos abonnés sur Instagram et engagée pour une mode plus respectueuse. Donc là, ça fait 4 ans qu'on est dessus et on a déjà lancé 6 collections et plus de 50 modèles. Avec une démarche profondément éthique dont tu vas nous parler, des matières qui ont été soigneusement sourcées, des lieux de confection et de fabrication qui ont pareil été choisis avec soin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce processus de l'idée à la création du premier pyjama quand vous l'avez eu entre vos mains? Bien sûr, c'est exactement ce que tu as dit, mais on a voulu faire très attention à l'impact qu'auraient nos pyjamas sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Donc ça passe par la matière, où nous on est parti sur une matière qui s'appelle le tencel. Donc je sais pas si les personnes connaissent, mais le tencel c'est une matière qui est dite écologique de par son procédé de fabrication. C'est une matière faite à base d'eucalyptus, de bois d'eucalyptus. Et pourquoi est-ce qu'elle est écologique? C'est parce que pour transformer ce qu'on appelle la pulpe de bois qu'on va prendre dans l'écorce de l'eucalyptus en fibre de fil, on va utiliser un solvant qui est naturel, non toxique et constamment recyclé en boucle fermée. Donc, ça évite tous les rejets dans la nature, comme on pourrait les avoir malheureusement avec des matières un peu moins écologiques comme la viscose. Et c'est une matière surtout qui est idéale en plus pour la nuit parce qu'elle est très très douce, aussi douce que la soie, très respirante comme le coton et surtout thermorégulatrice, donc elle s'adapte à la température corporelle. Ce qui permet d'avoir littéralement ni trop chaud ni trop froid la nuit. C'est pour ça qu'on est parti sur cette matière et avec ses propriétés écologiques qui nous plaisaient beaucoup. Et on a fait très attention également donc à la production en passant avec des partenaires et des ateliers au Portugal qui sont certifiés Ecotex, GOTS, etc. À la base, on voulait faire du Made in France pour être tout à fait honnête. Malheureusement, en termes de coûts, on s'est beaucoup renseigné. C'était beaucoup trop compliqué pour nous. Le but, c'était quand même de garder des pyjamas qui soient à un prix accessible et pas qu'on s'adresse à une clientèle qui n'était pas du tout notre cible. Donc, on est passé au Portugal et on est allé visiter cet atelier très exactement en janvier 2021, donc à la jeunesse du projet, pour choisir exactement les ateliers avec qui on voudrait travailler. Parce que malheureusement, ce qu'on voit sur Internet, par exemple, quand on se renseigne sur les fournisseurs, c'est pas forcément ce qui se passe en vrai. Donc, on avait vraiment besoin d'aller visiter ces ateliers-là pour pouvoir les choisir. Et on est ravis de tous nos partenaires avec qui on a travaillé pendant ces 4 ans. Et ensuite, en termes d'entretien, de recyclage et de réparation, on se travaille aussi sur ce côté-là parce que malheureusement, il n'y a pas que la matière ou les ateliers qui sont importants quand on parle du cycle de vie d'un produit. Il y a tout ce qui se passe après. Donc, on fait très attention à ça. On propose des conseils d'entretien, de réparation et de recyclage. On propose de la livraison à vélo, par exemple, à Paris, parce qu'on est à Paris actuellement. Donc, on se déplace à vélo pour livrer nos clientes et on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à des associations qui sont choisies par nos clientes. Donc, une démarche pensée de A à Z et très, très engagée. Vous avez lancé, tu le disais, 6 collections. Vous avez conquis des milliers de clientes. C'est vraiment une très jolie marque qui, depuis quelques mois, années, peut-être une petite année à peu près, j'imagine, a été confrontée à de nombreuses difficultés.
Est-ce que tu peux nous raconter, puisque c'est quand même quelque chose qu'on perçoit dans le secteur de la mode éthique, au global, c'est pas du tout un cas isolé. On a pu constater que de nombreuses marques très connues de mode éthique, je pense à Maison Standard et à plein d'autres, ont mis la clé sous la porte parce que les conditions étaient devenues trop difficiles. Est-ce que tu peux nous expliquer la crise que vous avez traversée et surtout pourquoi en fait cette crise est si problématique dans le secteur de la mode éthique? Bien sûr. Alors cette crise, malheureusement, elle existe en effet depuis plusieurs années, pas seulement plusieurs mois. T'expliquer un petit peu. Au début, quand on a choisi nos partenaires, on s'était bien sûr accordé sur un prix pour nos pyjamas. Et il s'avère que année après année, à cause de l'inflation, de l'augmentation des coûts de production, l'augmentation des coûts de la matière, les augmentations de coûts de l'énergie dans les ateliers, le coût de nos pyjamas a drastiquement augmenté. Pour te donner un petit exemple, en 2 ans, il avait augmenté de plus de 25%. En mars 2023, très exactement. Et donc en mars de l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, on a décidé finalement d'augmenter légèrement nos prix pour pouvoir répondre à ça et tenir une marge tenable sur le long terme en tout cas. Mais on voulait absolument pas augmenter nos prix de 25%, c'était absolument pas le but. Donc on les a augmentés que de 5 à 8% selon les modèles, ce qui fait qu'on a absorbé nous-mêmes une grosse partie de l'augmentation des coûts de production. C'était notre choix, on en était tout à fait consciente, etc. Pensais que ça se calmerait en termes d'inflation sur les mois suivants. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et tu l'as très justement dit, mais pour beaucoup de marques, l'année 2024 a été un peu compliquée. Donc nos coûts ont encore très fortement augmenté. Et c'est pour ça que cette année, on a décidé de ne plus augmenter nos prix parce qu'on voulait pas s'adresser à une cible qui ne soit pas nos clientes actuelles, qui comptent beaucoup pour nous. Donc, on a décidé de ne pas augmenter nos prix et on a décidé finalement, comme notre marge était de plus en plus réduite, d'arrêter Neige à la fin de l'année parce que c'est pas tenable sur le long terme, c'est pas durable et en effet, c'est une crise malheureusement qui touche énormément de marques responsables de par le fait que les matières écologiques sont de plus en plus chères, sont déjà chères de base, plus chères que les matières non écologiques, mais on est sur des augmentations de coûts très drastiques, également sur les coûts de production, les coûts de main-d'œuvre, ce qui est tout à fait normal, mais en fait, nos clientes sont aussi touchées par l'inflation que nous et on voulait pas leur soumettre une augmentation de prix qu'elles auraient pas pu assumer. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que c'est vraiment à toutes les étapes de la chaîne de production que vous avez subi une inflation, l'augmentation de coûts, etc., et qu'au final, c'était plus du tout viable. Ça tient aussi au fait, peut-être qu'on peut l'expliquer pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas familiers avec le secteur de la mode éthique, au fait que dans ce secteur-là, en général, les marques margent moins que des acteurs de l'ultra fast fashion ou même de la fast fashion qui font des très, très grosses marges sur un produit et qui donc, eux, peuvent absorber les augmentations de coûts quand il y en a. Vous, en tant que marque éthique, vous étiez déjà sur des petites marges. Tout à fait. C'était un choix dès le départ d'avoir une marge réduite et surtout d'être 100% transparente sur nos prix et nos coûts de production qui se cachent derrière. Donc par exemple, si tu vas sur notre site internet, tu as vraiment une page qui est dédiée à ce prix et à l'explication de tous nos coûts qu'on détaille dans le moindre centime. Et malheureusement, la plupart des marques responsables décident et font ce choix d'avoir une marge réduite, contrairement, tu l'as justement dit, mais aux marques de fast fashion ou aux marques de luxe qui ont des markups beaucoup plus élevés que nous. Du coup, sur le long terme, malheureusement, il y a beaucoup de marques qui ne peuvent pas s'en sortir. Et je pense 2025 sera une année également marquée par une inflation assez accrue. Donc, il vaut mieux prendre la décision de s'arrêter quand ça va encore plutôt que se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Donc, on s'est dit que là, à la fin de l'année, c'était le bon moment pour nous. On est très fiers de notre chemin parcouru pendant ces 4 ans. Extrêmement reconnaissante de la confiance que nos clientes nous ont apporté ainsi que nos abonnés sur Instagram et en newsletter. Et on les remerciera jamais assez. Mais c'était le moment pour nous de vraiment nous arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et d'ailleurs, en ce moment, mais je mettrai le lien, bien évidemment, dans la barre de description de l'épisode, vous organisez une braderie. Peut-être que pour celles et ceux qui nous écoutent, il restera encore quelques pièces à acheter s'ils en ont besoin et l'envie. Mais voilà, c'est aussi une façon de soutenir votre projet et de vous aider
à clôturer ce chapitre ou en tout cas à tourner la page le plus doucement possible. J'aimerais qu'on revienne quand même sur ces 4 ans d'entrepreneuriat, 4 ans à la tête d'une entreprise très engagée avec de fortes valeurs, de fortes convictions. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience, même si c'est encore tôt, j'imagine, et encore très à chaud? Quel est ton sentiment là aujourd'hui? Je pense que le meilleur mot, c'est en effet fierté parce que quand on s'est lancé, on était parfaitement conscient de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement. Et c'est aussi pour ça on a décidé de se lancer dans un tel projet et dans ce secteur-là pour, à notre petite échelle, essayer de changer les choses. Je pense qu'il n'y a pas de petites opérations, petits gestes. L'écologie, c'est extrêmement important. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Et nous, c'est pour ça qu'on a essayé de changer un petit peu la donne là-dessus, en étant les plus transparentes possibles, en étant les plus proches de nos clientes possibles. On a co-créé tous nos pyjamas et notre marque de A à Z avec nos clientes, ce qui nous a permis vraiment de créer un vrai lien de confiance avec elles. Et ce côté écologique était le plus important pour nous. Et je pense que on est extrêmement fiers du chemin parcouru et d'avoir réussi à rester alignés avec les valeurs qui nous tiennent à cœur. Quelle est ta plus belle fierté sur ces 4 dernières années? Est-ce que tu as en tête un moment où tu t'es dit, tu sais, le pinch me moment, où tu te dis genre waouh? Je pense que le pinch moment, c'est le moment où on se rend compte qu'on a des clientes qu'on ne connaît pas, parce que évidemment, les tout premiers mois, on a beaucoup de proches qui achètent, etc. Mais c'est le moment où les premières clientes qu'on ne connaissait pas ont réacheté. C'était une vraie preuve de confiance, une preuve de confiance dans la marque, alors qu'on était une très jeune marque, dans la qualité des produits, dans le fait, vraiment ce côté loyauté auprès de la marque qui était extrêmement fort pour nous. Et je pense que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. On reçoit des messages au quotidien de personnes qui nous écrivent et cette proximité qu'on a réussi à créer avec nos clientes est essentielle pour nous. Et je pense que c'est ce qui va beaucoup nous manquer aussi. Donc voilà, je souhaite à toutes les marques en tout cas de connaître cette proximité avec leurs clientes parce que c'est ce qui nous aura le plus touché pendant ces 4 ans. Tu penses que ça tient aussi au fait que toutes les collections étaient co-créées, qu'il y avait vraiment cette dimension, cette volonté en tout cas d'inclure le client ou la cliente dans une démarche globale? Exactement, parce qu'en fait, elles ont l'impression de s'approprier le pyjama. Donc, avant même d'en devenir consommatrices, elles l'ont créé et ont choisi tous les détails. On leur faisait vraiment voter la coupe des pyjamas, les détails, les couleurs des imprimés, les histoires des imprimés. Tous nos imprimés sont peints à l'aquarelle avec une illustratrice qui donne ce côté très tableau dans nos imprimés et un peu plus élégant et délicat que ce qu'on peut trouver en général sur le marché. Mais en effet, elles se sont appropriées les pyjamas. Et pour te donner un petit exemple, quand on a lancé le projet, on n'avait pas forcément prévu de partir directement sur de la co-création, mais on a voulu créer un questionnaire pour au moins avoir une idée du pyjama un peu idéal qu'auraient voulu à l'époque nos futures clientes. Donc on a écrit à beaucoup de femmes qu'on ne connaissait pas sur Instagram pour leur proposer de participer à ce questionnaire de co-création. Et en moins d'un mois, on a eu plus de 1000 réponses. Et là, on s'est dit, et des personnes nous ont remercié de leur demander leur avis, en nous disant, il y a aucune marque qui nous écrit pour nous demander ce qu'on veut vraiment sur un nouveau produit. Et il s'avère qu'on sortait du confinement, donc les personnes avaient l'habitude de passer un peu leur vie en pyjama. Donc, je pense que ça les touchait aussi, elles étaient assez sensibles à ça. Mais ce qui nous a permis, en fait, de créer un vrai lien pendant toute la durée de développement de ces pyjamas qui nous a pris entre à peu près 9 mois le temps de lancer la première collection. Et donc, on leur faisait voter ensuite, après ce questionnaire de co-création, on leur faisait voter en story Instagram la taille des boutons, la longueur des manches. Pour te dire, on a eu pas mal d'insights hyper intéressants grâce à la co-création. On a par exemple des manches 3/4 sur nos chemises. C'est simplement parce qu'en fait, les femmes nous disaient qu'elles avaient tendance à se maquiller ou à se faire la vaisselle en pyjama et donc soit se tacher, soit se mouiller. Donc on a réduit la longueur des manches pour éviter ce pain point-là et ce qui donne aussi un aspect un peu plus moderne à la chemise, donc en plus esthétiquement qu'on aime beaucoup. Et un autre petit détail qui plaît énormément et qui vient de tous ces insights clients, c'est que les femmes nous disaient que leur chemise de pyjama s'ouvre la nuit. Les boutons se détachent quand on bouge. Et du coup, on est parti sur ce qu'on appelle une boutonnière horizontale. Donc la boutonnière, c'est la fente dans laquelle on glisse le bouton de sa chemise.
Et on est parti sur une boutonnière horizontale, alors que sur la plupart des chemises de pyjama, elle est verticale. Quand elle est horizontale, c'est plutôt en général sur les vestes de costumes d'hommes, donc rien à voir. Mais en fait, le fait d'avoir mis une boutonnière horizontale fait que quand on bouge la nuit, le tissu ne va pas se tirer, donc le bouton ne peut pas se détacher. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui et auquel on n'aurait jamais pensé si on n'avait pas eu ces retours clients, enfin de futures clientes à l'époque, qui nous avaient dit que c'était un vrai problème pour elles la nuit et que ça les réveillait. Qu'on a travaillé avec notre atelier pour travailler un petit peu sur ce sujet et on est parti sur une boutonnière horizontale. C'est très intéressant d'avoir ces retours et j'imagine aussi assez galvanisant de construire un projet et d'imaginer un produit en se disant que derrière il est attendu par des centaines de personnes. Très bonne astuce pour la boutonnière, je l'ignorais. Donc tu nous as dit que le lien avec les clientes allait forcément beaucoup vous manquer à toutes les deux et c'est normal parce que voilà, il y avait une vraie relation de proximité au-delà de ta plus grande fierté qui, je l'entends, est les fois où les clientes ont recommandé, réacheté des produits. Ça, c'est très intéressant parce que toi, tu étais attachée donc à la dimension de fidélisation de ta clientèle. Tout à fait. Au-delà de cette première fierté, j'aurais aimé que tu nous partages peut-être les plus beaux accomplissements que vous avez eus toutes les deux avec Neige et voilà, et les moments ouais, les plus beaux accomplissements, les moments où tu t'es dit ça valait vraiment le coup d'essuyer les plâtres et d'y aller et de remonter les manches pour foncer, quoi. Bien sûr. Alors, les plus beaux accomplissements, premier, je dirais que c'est justement quand on a lancé le premier questionnaire de co-création et qu'on a obtenu tant de réponses. En fait, on s'y attendait tellement pas que je pense, enfin, ça a été le mouvement d'élan du projet qui vraiment a tout lancé. On s'est dit, on est en train de faire quelque chose qui peut servir à certaines personnes. On est sur la bonne voie. On est sûr au moins de ne pas se tromper en termes de développement de produits. C'était très rassurant en tout cas. C'était vraiment le côté, ça nous a donné un super élan au projet et ça nous a conforté dans l'idée de continuer dans la co-création. Ça, on a adoré. Ensuite, je pense qu'il y a la toute première vente à une cliente inconnue qui n'est pas une petite victoire, mais une très très grande victoire. Donc ça, c'est clairement un énorme accomplissement. Et après, on adore allier avec Aliénor, c'est fêter toutes les petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires en fait. L'entrepreneuriat, c'est un peu des montagnes russes. Il y a beaucoup de moments géniaux, il y a des moments difficiles, et il faut pas oublier de fêter tous ces moments géniaux pour justement rester dans une super dynamique très positive. Et je dirais qu'un dernier accomplissement qui me vient en tête, c'est qu'on a eu l'immense chance de passer dans le JT de France 2. On a été contacté par France 2 qui voulait faire un reportage sur les pyjamas et qui est venu nous filmer dans notre atelier. Et ça, c'était absolument extraordinaire. On ne s'y serait jamais attendu. En tout cas, ce que je recommande, c'est qu'il y a juste pas de petite victoire. Il faut tout fêter pour rester dans une dynamique super positive et tenir sur la durée malgré tous les moments un petit peu difficiles qu'on peut rencontrer. Et le passage au JT de France 2, ça a eu un impact? Ça a eu un très bel impact, ouais. En termes de visibilité. On voit les énormes les ventes, les énormes pics de montée sur le site à ce niveau-là. Ouais, c'était absolument génial. Ça devait être assez surréaliste. Exactement. On s'y attend pas et en fait c'est pareil, on reçoit des mails de personnes qui nous ont vus en littéralement 3 minutes dans le JT, mais qui nous écrivent: je vous ai découverte, je suis ravie de vous avoir découverte. Enfin en fait le fait que les personnes prennent le temps de nous écrire des messages, ça c'est aussi les plus belles victoires qu'on ait eues, c'est d'avoir des mails et des messages sur Instagram de personnes qui étaient contentes d'échanger avec nous. Pourtant, quand on est client ou cliente d'une marque, consommateur, consommatrice, on pense pas toujours à faire des retours, on pense pas toujours que ces retours seront les bienvenus. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut oser en fait, il faut aller soutenir ces marques, leur envoyer un petit message pour leur dire que vous aimez leurs produits, les encourager parce que, comme tu le disais, c'est des montagnes russes, c'est loin d'être facile et loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, ces petits messages au quotidien ou de temps en temps font quand même grandement du bien. Exactement. Je recommande à tout le monde de le faire. Et nous, quand on a reçu nos tout premiers messages sur Instagram, on s'était même fait la réflexion. Waouh, nous-mêmes, on aurait de base pas écrit à une marque.
Donc, je dis, si les gens prennent le temps de nous partager leur point de vue, etc., on a besoin d'être à la hauteur. C'est obligatoire. Il faut qu'on puisse leur répondre et être tout le temps disponible. Et je recommande à tout le monde, en effet, d'écrire aux petites marques qui se lancent, aux jeunes marques. C'est un pouvoir de motivation extraordinaire. Parce qu'on oublie souvent, mais en fait, derrière ces marques-là, il y a souvent une personne, deux personnes, trois personnes, mais des toutes petites équipes qui ont besoin de cette motivation au quotidien. Et il n'y a pas plus beau que de recevoir des messages de nos clients ou de nos abonnés. Mmh. Donc là, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore pris le temps d'écrire à vos marques préférées, faites-le vraiment. Vous entendez Anne-Sophie et ça peut être vraiment un coup de boost, surtout là, à l'approche des fêtes de fin d'année, qui est une période décisive et cruciale pour beaucoup de marques, puisque tout se joue en fin d'année quand on travaille dans le secteur du commerce, qui plus est de la mode. Comment est-ce que vous avez travaillé toutes les deux? Tu le disais, vous êtes amies de longue date. Vous n'aviez pas spécialement d'expérience dans ce secteur de la mode éthique. Vous étiez des newbies. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble tout au long de ces 4 ans? On avait à cœur au tout début de vraiment créer la marque ensemble. C'est-à-dire quand on dit ensemble, c'est de créer un ADN de marque qui nous corresponde à toutes les deux parce que c'était hyper important pour nous qu'on soit parfaitement alignés sur les valeurs de la marque, sur l'image de la marque, sur ce qu'on voulait dégager toutes les deux. Donc on a beaucoup travaillé la première année toutes les deux, quitte à ce que ce soit peut-être un peu redondant sur certains sujets. Mais c'était pas grave pour nous, c'était vraiment quelque chose d'important. On l'a totalement assumé. Et ensuite, on a commencé vraiment plus à splitter et séparer les tâches. Donc, Aliénor s'occupe de toute la partie business, sales et opération. Et de mon côté, je fais tout le marketing et la communication. Parce que ça dépend aussi de nos expériences passées, de nos affinités. Voilà. On s'est un peu basé là-dessus. Mais en tout cas, au début, nous, on a vraiment tout fait ensemble pour être sûr de développer une marque qui nous ressemble à toutes les deux. Et d'autant plus parce que étant amis de très longue date, on avait aussi beaucoup de points communs et on savait qu'on se dirigerait vers la même chose, mais on voulait absolument être alignés et être sûr que ce serait une marque qui nous ressemble. Vous avez été toutes les deux pendant toute la durée de l'aventure, ou est-ce qu'à des moments, vous avez été accompagnées par des alternants, des stagiaires, des salariés? On a eu des alternants et des stagiaires. On n'a pas eu de salariés, malheureusement. On aurait adoré. C'est une expérience que tu as appréciée? Ouais, beaucoup. On travaillait avant dans des grands groupes avec Aliénor, donc on avait l'habitude aussi de travailler avec des stagiaires et des alternants. Mais là, le fait d'être dans une toute petite équipe, quand on recrute quelqu'un, cette personne, on passe de 2 à 3 par exemple. Du coup, cette personne est une employée littéralement à part entière. C'est quasiment comme notre associé. On avait vraiment à cœur de prendre en compte leurs propositions, leurs demandes, leurs recommandations. C'était hyper important pour nous. Donc, en tout cas, j'espère que l'expérience leur a plu. Mais ça, je pense que c'est très riche aussi de participer à l'élan d'une jeune marque, d'une start-up et de se lancer et de faire un stage ou une alternance là-dedans. Parce que c'est très formateur, elles ont vraiment touché à tout. Et en tout cas, j'espère que ça leur a plu. Mais nous, on était ravis de pouvoir être challengés aussi au quotidien par des personnes qui avaient un œil tout à fait neuf. C'est super important, je pense. Donc voilà, on recommande vraiment. Et j'espère en tout cas que l'expérience leur a plu. J'en suis persuadée. Comme tu le disais, l'entrepreneuriat, ce sont des véritables montagnes russes. On a parlé des très beaux moments, des accomplissements. Il y a eu aussi des difficultés et c'est normal, ça fait partie du chemin. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, personnellement, le plus difficile, peut-être des choses que tu n'avais pas envisagées, tu vois, avant de te lancer? J'imagine qu'avant de te lancer, tu t'étais un petit peu projeté, tu avais essayé d'imaginer tout ce qui pouvait se passer. Qu'est-ce que tu as trouvé au final de très difficile dans cette aventure? Je pense que ce qui est très difficile, c'est d'être confronté à toutes les problématiques fournisseurs qu'on peut rencontrer avec nos ateliers. Parce qu'en fait, on se rend compte, quand on lance une marque, on est hyper motivé, on se dit que tout va rouler comme sur des roulettes. Mais en fait, on est confronté à plein de problématiques d'ateliers dans lesquels on n'est pas prioritaire, parce qu'ils ont forcément aussi de très gros clients qui vont passer sur la chaîne de production bien avant nous. Ce qu'on entend parfaitement, mais tant qu'on n'est pas confronté à ça, on estime que on aura toute notre production toujours dans les temps, que tout arrivera parfaitement, que la qualité sera toujours absolument parfaite sur toutes les pièces. Et ben non, faut toujours être très alerte, avoir une super relation de confiance avec eux. Il faut
assez souvent les relancer pour être tout à fait honnête parce qu'on n'est pas forcément leur priorité. Mais je pense qu'on a réussi à construire ça avec nos ateliers avec Aliénor, d'avoir ce côté très humain comme on l'avait avec nos clientes. Mais je pense qu'ils nous faisaient confiance et ils voyaient la marque aussi évoluer, tu vois, selon la première collection versus la 6e. Évidemment, on fait pas non plus les mêmes quantités, ça les rassure. Donc voilà, il y a tout ce sujet-là qui était assez déroutant au début. Quand on se dit, on va lancer à telle date notre nouvelle collection et qu'on se rend compte 2 semaines avant qu'on n'aura pas la production du tout à ce moment-là, ça peut être un vrai sujet pour les jeunes marques et il faut juste bien anticiper. Et je pense ne pas avoir peur de se dire, oui, au pire, la date sera décalée, on fera tout pour que ce soit maintenu, mais si c'est décalé, on espère que nos clientes seront au rendez-vous. De toutes les manières, elles ont co-créé leur pyjama avec nous, donc elles l'attendent et elles savent exactement à quoi s'attendre. La seule chose sera notamment la date de lancement qui sera pas forcément exactement celle qu'on avait espérée. Pour des raisons aussi complètement externes à votre propre Exactement. organisation. Quand vous vous êtes lancé, vous aviez fait une campagne de financement participatif. Comment est-ce que vous aviez procédé au départ? Non, alors on avait hésité à passer en effet sur des campagnes, des plateformes comme Ulule, KissKissBankBank, etc. Nous, la particularité, c'est que comme on a créé nos pyjamas, enfin on les a co-créés pendant plus de 6 mois, enfin 9 mois très exactement, on a décidé de lancer nos précommandes pour financer notre première collection directement sur notre e-shop. Parce qu'on s'était déjà créé cette communauté de personnes ayant répondu au questionnaire, cette communauté sur Instagram. Donc, en fait, on voyait moins l'intérêt de passer par une plateforme de financement participatif. Et en général, sur ces plateformes-là, il y a aussi le sujet du fait que le panier moyen est assez faible, parce que c'est plutôt des marques en général de cosmétiques qui se lancent. On n'est pas sur le même prix que des prix de mode éthique comme les prix de nos pyjamas. Donc, on a finalement décidé de tout faire directement sur notre site internet et ça s'est très bien passé. On a eu de super retours, mais on a fait très attention à ce que le site fasse aussi très professionnel pour ne pas faire peur. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir une image de marque quand même assez qualitative quand on lance une marque pour vraiment attirer les clients et les faire en sorte qu'ils nous fassent confiance et qu'ils soient rassurés de passer sur ce type de site internet. Vous avez vraiment joué sur la réassurance des clients. Exactement. On a fait très attention à nos shootings. On avait des mannequins professionnels, mais également pour le premier shooting, on a proposé à 8 de nos clientes, à l'époque c'était nos futures clientes du coup, 8 de nos abonnés Instagram qui avaient participé à la co-création de faire le shooting avec nous. Donc ça a été extraordinaire, on a eu un premier shooting incroyable avec 8 des personnes qui nous suivaient depuis le premier jour. C'est tellement riche de les rencontrer, de pouvoir échanger avec elles en vrai. On a eu plein d'insights pareil ce jour-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi. C'était pour les remercier, de leur faire vivre un petit peu une expérience assez privilégiée d'être sur le tout premier shooting neige. Trop bien, des super souvenirs pour elles et pour vous. Exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie pour toutes ces précisions. C'est vraiment une chance pour les auditeurs et auditrices de Basilic d'avoir accès aux coulisses d'une marque et malheureusement l'issue est pas la plus heureuse et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi peut-être le bon moment pour partir et tourner la page avant que les conséquences ne soient trop lourdes. Qu'est-ce que tu conseillerais à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie peut-être de se lancer? La période est compliquée, on entend de nombreuses marques être placées en liquidation judiciaire ou tout simplement cesser leur activité. Quels seraient tes conseils pour garder la flamme et entreprendre malgré tout? Je pense que le premier conseil, ce serait de continuer sur cette dynamique de lien avec les clients, de vraiment se créer une communauté avant de lancer son premier produit et de s'entourer de cette communauté pour justement développer le produit en question. Nous, ça a été extrêmement riche et ça a fait la différence de neige d'avoir ce côté plus personnalisé. On parlait de la boutonnière, des manches 3/4, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose qui plaît beaucoup pour répondre aux besoins des clientes. Parce qu'en fait, on a forcément nos idées à nous, mais on se rend compte que de s'entourer de beaucoup de gens, que ce soit nos proches, une communauté de personnes qui ne nous connaît pas, mais qui est sensible au produit, ça permet d'avoir de nouvelles idées qui sont souvent bien meilleures que les nôtres et bien plus, super complémentaires. Donc, je recommanderais, ça c'est mon tout premier conseil.
Et le deuxième, moi, qui était essentiel pour moi et pour Aliénor aussi, c'était, ça dépend complètement des personnalités, mais nous, on voulait vraiment lancer la marque à deux. Ça faisait très longtemps qu'on voulait lancer quelque chose ensemble et c'était essentiel pour nous de pouvoir se soutenir dans les moments plus difficiles, d'être à deux dans les moments joyeux pour fêter ces victoires dont on parlait tout à l'heure, mais vraiment d'avoir ce côté soutien l'une de l'autre tout au long de l'aventure parce que c'est vraiment... Le temps passe très vite, ça fait déjà 4 ans, ça passe extrêmement vite, mais il se passe tellement de choses, il y a tellement d'aléas, tellement de super choses, mais également de moments un peu difficiles, que d'être toujours deux et de se dire qu'on a toujours le pilier à côté, pour nous, c'était juste essentiel. Mais ça dépend de toutes les personnalités. Il y a des personnes qui veulent lancer seules et je l'entends parfaitement. Nous, de notre côté, c'était vraiment une question... il n'y avait même pas de question dès le départ. On avait déjà décidé de se lancer à deux sur le sujet. Jusqu'à la fin de l'année, vous organisez donc cette braderie. J'espère qu'elle ne durera pas si longtemps et que les stocks seront épuisés bien avant. Quelle est la prochaine étape pour vous? Dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller? Est-ce que vous savez ou c'est encore trop tôt pour en discuter? Alors, de son côté, Ainor réfléchit à un nouveau projet dans la mode et tout, dans les imprimés, toujours. Donc, comme quoi la motivation ne part jamais. Ça, on est tout à fait fiers et conscientes. Et de mon côté, alors moi, j'attends un petit bébé pour la fin d'année. Donc, je vais commencer par prendre quelques mois de congé maternité, profiter de ça. Et ensuite, réfléchir un petit peu plus profondément à la suite. Trop bien. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'était vraiment un plaisir de te recevoir Merci au micro de infiniment. Basilic. Bravo pour ces 4 années passées à développer Neige. Très jolie marque. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres très belles aventures, mais je n'en doute pas. À bientôt. Merci beaucoup, Jeanne. À très vite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.